Bonjour les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Unraid. Alors, Unraid, c'est quoi? Unraid, c'est un serveur NAS, c'est un serveur applicatif et c'est un serveur de virtualisation. Il fait les trois. Alors, son aspect premier, j'ai envie de dire bien évidemment, c'est le stockage, mais il est capable également, comme tous les NAS modernes, d'embarquer des VM et de l'applicatif. Donc, l'applicatif, ça passe par Docker. Il suffit de cliquer sur Install dans la majorité des cas. Après, ça reste un produit où il faudra mettre un peu plus les mains dedans que sur les sinos, mais parce qu'on peut aller un peu plus loin et faire des choses un peu plus fines aussi, sans forcément être un grand expert de l'informatique. Si vous n'êtes pas expert d'informatique, vous cliquez sur Installer. Là, vous vous dites, ouais, mais Unraid, tu nous parles d'Unraid, mais c'est payant, non? Oui. C'est payant. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent comme TrueNAS qui sont excellentes, mais qui ont des petites tares, notamment d'être beaucoup plus compliquées à configurer qu'Unraid, et qui ont des choses manquantes. Pour moi, en tout cas, à mon sens, notamment dans le système de stockage. On va en parler dans 2 minutes. Donc on peut faire de l'applicatif avec Unraid via Docker, avec une liste d'applications bien plus large que celle que propose TrueNAS, même avec les applications communautaires, vraiment plus large. Et on a une gestion des VM qui est beaucoup plus poussée. Ce qui est génial avec Unraid, même si là il faut une machine un peu conséquente, on va être capable d'affecter des périphériques à telle ou telle VM. Mais quand je dis périphérique, ça peut être un clavier, ça peut être une carte graphique, ça peut être une sortie de carte classique, ça peut être plein de choses. Ce qui fait qu'en fait vos VM deviennent vraiment puissantes. Typiquement, il est possible avec Unraid de créer une VM de gamer avec une carte graphique qui lui sera dédiée. Pas à 100%, bien évidemment on parle de virtualisation, donc on ne peut pas avoir 100% de la performance parce qu'il y a forcément une émulation à l'interface entre les deux. Mais très honnêtement, on est sur quelque chose de très très efficace. Et ça, je ne pense pas que TrueNAS le propose, par exemple. L'autre chose qui me déplaît sur TrueNAS, c'est qu'on est sur du RAID, du vrai RAID, comme quand vous achetez un NAS classique. C'est-à-dire que vous avez globalement du RAID 0, du RAID 1, du RAID 5, pour parler des grands classiques. Après on a du 50, 60, 6, enfin, pas 66, 60 et 6, qui sont des raids un peu particuliers, qui commencent à coûter aussi cher et qui sont vraiment plus dédiés à l'entreprise. Et dans ces raids-là, si on met de côté 0 et 1 qui sont soit du strip, soit du mirroring, donc là on ne touche pas à la capacité, mais dans tous les cas, sur le raid 1 en tout cas, il faut des disques équivalents, parce que le raid 1 c'est un miroir, hein. Alors c'est très bien, si un disque lâche, l'autre prend la suite. On a ensuite du RAID 5 qui est un RAID un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir plusieurs disques, 3, 4, 5, dont un qui va servir à la parité. La parité en fait c'est ce qui fait que quand vous cassez un disque, vous pouvez le changer, mettre un disque vierge et récupérer vos données. Alors ça prend un peu de temps, hein, c'est de la reconstruction, donc c'est de la réécriture. Si vous avez un disque de 10 Tera à rebuild, bon ça va prendre quelques heures. Faut pas déconner. Dans tous ces types de RAID, le RAID 5 typiquement, il faut que tous vos disques soient égaux. C'est-à-dire que si vous mettez un disque de 10 Tera, un disque de 10 Tera, un disque de 5, et ben en fait ça va faire 5, 5, 5 et pas 10, 10, 5. Parce que les disques doivent être égaux. Dans certains systèmes, c'est-à-dire que dans certains systèmes, vous allez mettre vos deux disques de 10 Tera et votre disque de 5, il va vous dire ouais, mais, je peux faire que des disques de 5, et va écrire des petits bouts de chaque fichier sur chaque disque, pour faciliter la reconstruction notamment. Donc il faut qu'ils soient égaux. Tu as des systèmes comme TrueNAS, si vous voulez mettre un disque de 10, un disque de 10, un disque de 5, il va pas vous dire qu'il va tronquer la taille, il va vous dire que c'est pas possible. Ça, aujourd'hui, en 2022, je trouve ça chiant. Ce que fait Unraid, à l'inverse, c'est que vous êtes capable de mettre un disque de 10, un disque de 5, un disque de 12, un disque de 500 Go, et il va cumuler, les capacités de vos disques. La seule contrainte que vous avez avec un Unraid, en termes de capacité de disque, le disque que vous avez dédié à la parité, donc à la capacité de reconstruction finalement, doit être de taille égale au plus gros de vos disques. Si je reprends mon exemple 10-10-5, il faut que j'ai un disque de parité de 10 Tera. Alors c'est 10 Tera qui sont perdus. Tous les disques de parité, du moment qu'on parle de redondance dans les disques pour, on va dire, sauvegarder la donnée, enfin assurer la sécurité de la donnée plutôt, elles seront perdues. Donc ça change rien. La seule différence, c'est que là, vous pouvez avoir un gros disque, plein d'autres petits, en mettre un plus gros. Tant que vous avez le disque de parité qui est égal à la taille du plus gros, vous n'aurez pas de souci. Alors oui, je vous vois déjà écrire dans les commentaires, Synology sait le faire. Oui, il y a SHR, ça doit être Synology Hybrid RAID de mémoire, qui est capable en effet d'acquérir plusieurs disques de différentes tailles. Je ne suis pas sûr que ça existe chez QNAP et chez Netgear par exemple. Cependant, Synology c'est cher, c'est top. TSM, c'est une merveille, mais c'est cher. On va parler maintenant un poil tarif, parce que vous vous dites, ouais mais voilà c'est payant, fait chier quoi, je comprends. Sachant que souvent quand on part sur ces systèmes comme TrueNAS, Unraid, OpenMedia Vault, il peut y en avoir d'autres, qui sont tous des systèmes très bien en soi, qui ont des avantages et des inconvénients, c'est qu'on veut recycler une machine, en général, pour faire son NAS, c'est ce que j'ai fait. Moi, alors typiquement, le côté je crée une VM avec une carte graphique dédiée, j'ai pas. Parce que c'est une vieille machine, c'est un Core i5 3570, je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu l'objectif du NAS DIY, c'est de ne pas dépenser des millions d'euros, de recycler du matériel. Et c'est une bonne chose de recycler votre matériel autant que possible.
Vraiment. Cette machine a des années, elle doit avoir, allez, j'ai une connerie, elle doit avoir 10 ans. Faudrait que je regarde la date de sortie du i5, mais c'est une série 3. Donc, et ça marche très bien, je m'en sers pour monter mes vidéos, donc ce qui fait que tout le montage, je filme, pour être très honnête, je filme en... Alors là, je vais vous parler en grec pour la majorité d'entre vous, mais je filme en 4K2 HDR10 en 4K, pour pouvoir travailler mes montages après de manière plus simple, avoir plus de latitude. Un fichier de 10 minutes, c'est 20-30 gigas. Tout ça, quand je monte, je le fais à travers le réseau, alors certes, je suis en 10 gigabits, et ça me permet de transférer, de travailler mes vidéos en temps réel, proprement, enfin voilà, ça marche très très bien. C'est un des avantages d'ailleurs de ces systèmes-là aussi, c'est qu'on va pouvoir plugger des cartes en plus. Un exemple, le système de cache. Alors le système de cache, moi j'ai des disques mécaniques qui ont une certaine vitesse, des disques méca, hein, c'est des 7200 tours, mais c'est des disques méca. Et bah des fois sur des gros fichiers, ça peut être long. Honnêtement, ça peut être long. Du coup, notamment l'écriture, bon bref. Du coup, il y a un système de cache qui va venir faire la zone tampon. En gros, vous allez écrire et lire sur le cache pour vos échanges de données à l'instant T et à une certaine heure. Par exemple, sur Unread, c'est programmable à une certaine heure. Il y a ce qu'ils appellent le mover qui va prendre les données qui sont donc sur votre disque de cache, ou sur vos disques de cache, et il va récupérer ces données et il va les envoyer directement après sur la grappe de disque pour que les données soient sécurisées. Petit schéma qui s'affiche à l'instant, qui vous explique comment ça fonctionne de façon schématique. Ce qui est plutôt pas mal pour un schéma. Ouais. Et donc pour ce disque de cache, j'avais que des disques mécaniques, je n'avais pas d'emplacement NVMe. Vous vous doutez bien, vu l'âge de la carte mère, de l'emplacement NVMe, n'a pas. Donc j'ai acheté cette carte, c'est un Linux, donc il me l'a détecté, pas de souci, il a vu le disque NVMe que j'ai plugué donc sur cette carte fille. Et ça s'est bien passé, pareil pour la carte en 10 Go, j'ai une carte en 10 Go cuivre, non, je dis des bêtises, une carte en 10 Go SPF+, sur le NAS. Là je l'ai acheté, je l'ai plugué, c'est Linux, il l'a reconnu, pas de souci. C'est beaucoup plus dur à faire sur des NAS pré-packagés, parce qu'ils sont évolutifs, les Sino, les gros Sino, les chers. Si vous prenez un Sino à 200 balles, non. Mais les gros Sino sont évolutifs jusqu'à un certain point. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai décrit, globalement, vous pouvez le faire avec un Synology. Vous pourrez le faire à part l'attribution de périphérique à tel ou tel VM. Parce que typiquement, on ne met pas une RTX dans un Sino, ça ne marche pas. Rajouter des cartes réseau, rajouter de la mémoire, ça va savoir le faire. Rajouter des extensions pour les disques, on va savoir le faire aussi. Alors que ce soit Sino, QNAP ou les autres. Une carte, si vous voulez passer votre Sino, s'il n'est pas à l'origine en SPF+, en 10 Go, la carte coûte 2 voire 3 fois le prix de celle que j'ai mis dans l'Unread et qui marche extrêmement bien. Donc du coup, on en revient toujours au prix. C'est uniquement au disque. Jusqu'à 6 disques, c'est 59 $. Jusqu'à 12 disques, on est à 89, je crois. Et à partir de 120 $, c'est le nombre de disques illimité. Alors, ça inclut le disque de cache. Le ou les disques de cache. Si on regarde chez Sino, le 6 disques, on va être sur du 16-21+. Le 16-21+, sans les disques, il est déjà à 1000 balles. Alors, il a un avantage, c'est que c'est 6 plus 2, parce que le 16-21+, a 2 disques de cache et 6 disques de RAID. On est quand même à 1000 balles. On est à 1000 balles, mais on est sur la licence 8 disques, on va dire, par rapport à RAID. Donc on a 89 balles. 89 versus 1000. Même si vous n'avez pas de matos à recycler et que vous voulez absolument faire ça, que vous achetez tout le matos, si vous achetez pour 1000 balles de matos pour un serveur RAID, ça va pas tâter derrière, vous allez faire de la VM, de l'applicatif, enfin, voilà. Pour le rentabiliser, il va falloir l'utiliser, sinon vous en sortez pour même pas moitié prix en achetant tout, sachant que le Sino bien sûr ne comprend pas les disques, donc c'est purement du hardware. Si vous faites la même config en PC, pour vous monter un serveur NAS chez vous, enfin serveur NAS, applicatif, tout ça, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Même chose si on prend le 12, on va prendre la licence à 120 parce que c'est pareil, des disques de cache qui ne sont pas comptés. Alors on va taper sur un 24-22+, qui s'affiche là, où on a bien nos 12 disques utiles, on va dire. Il doit y avoir 2 voire peut-être 3, je ne sais pas, mais quelques disques de cache dedans. Là, j'ai envie de dire le nombre de disques de cache, on s'en fout, parce qu'on est à 2000 balles d'un côté, 120 $ de l'autre. Oui, c'est payant, mais voilà. Alors, avant de partir dans l'interface également, un point qui peut en chagriner certains, mais les mecs, on est en 2022. Unread ne gère pas l'AFP, le système de partage AFP. On est en 2022, arrêtez avec l'AFP, ça sert à rien, c'est un protocole qui est pas ouf, qui était très bien à l'époque pour travailler avec du Mac, mais maintenant vous montez en CIFS, ça marche très bien. Donc Unread travaille le CIFS SMB forcément, hein. Ça va de pair j'ai envie de dire, et le NFS pour tout ce qui est montage sur le serveur Linux, et le FTP. Avec ça, normalement vous couvrez 100% de vos besoins. Une chose que je lui reproche, parce qu'il faut dire ce qui va pas aussi, parce que moi c'est un usage que j'ai, parce que je bricole beaucoup, et vous verrez dans les prochaines vidéos,
pas forcément la prochaine, mais dans les vidéos à venir, on va travailler sur un petit lab, je vous en avais déjà parlé. Monter un petit lab pour un avant-vente et notamment pour faire des démonstrations et embarquer son PC et pas être dépendant du réseau du client. Et il y a certaines applis qu'on peut vouloir montrer en haute dispo. La haute dispo, il faut du disque partagé et certaines applis, si on veut servir par exemple du achat, donc de la haute dispo de Windows, il faut que ce soit du SCSI. Et ça, Unreal ne le gère pas. Maintenant que j'ai pleuré et que j'ai dit que c'était triste, on va jeter un petit coup d'œil à l'interface pour voir à quoi ça ressemble. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les gens, on est dans l'interface d'Unreal, donc qui au moment où je tourne la vidéo est en 6.9.2. Voilà, donc on est en 2022. Pour ceux qui verraient la vidéo plus tard, on est en avril 2022. Et donc voilà, donc je me suis logué, bien évidemment il y a un écran de login. C'était pas nécessaire de vous le montrer. Donc là, on atterrit sur la page main au départ, mais on va revenir, on va les prendre dans l'ordre. Donc on a un dashboard. Donc on va retrouver ici une petite description du serveur, son uptime, le type de licence qui est là. On va retrouver le type de carte mère. Donc là, vous voyez, c'est une MSI Z77A. C'est pas récent. Voilà. C'est même plutôt vieillot. Mais vous voyez, ça tombe bien, hein. Mon i7, je vous disais tout à l'heure, c'est un 3000 quelque chose, c'est un 3570K, donc un 3,4 GHz, pardon. C'est pas... c'est vieux, quoi. Mais ça marche bien, oui, il y a 4 corps. Là, on voit des infos sur la mémoire. Donc sur mes 20 Go, j'ai 8% d'utilisation, puis on voit comment c'est réparti. En l'occurrence, c'est une majorité sur le Docker. Qu'on retrouve, comme vous le voyez ici, des conteneurs ici. Donc Hobbs, c'est du Homebridge, du Python. J'ai fait des tests sur l'Unify Controller embarqué. J'ai commencé à faire des tests. Ça marche très bien. Alors bien évidemment, on n'est que sur du network, mais ça, on en reparlera quand on parlera du DM Pro. Un JDownloader pour télécharger, bien évidemment, des ISO de système d'exploitation. Et Crusader, en fait, c'est une app qui vous permet tout simplement de naviguer directement sur vos disques plutôt que de faire des transferts à travers des montages. Vous pouvez le faire directement dans l'interface, ça va quand même une chouille plus vite. Deux petites VM là, donc là on a des infos sur la parité, donc ce qui fait que votre système, encore une fois, votre grappe de disque est sécurisé, que vous pouvez en perdre un, parce qu'il n'y a qu'un seul disque de parité, c'est ce qu'on voit ici. Parity, il est là, il est tout seul. Ah oui, je sais, il y a une erreur dessus, il faut que je l'échange. Mais c'est pas une erreur très grave. Enfin, je vais l'échanger de toute façon. Et du coup, c'est bien qu'on en parle parce que on a ici l'état des disques. Le type, alors là on voit que c'est du disque mécanique. Celui-là, c'est un disque SSD. Donc l'icône n'est pas tout à fait pas le même. Et on voit l'état du cache également, donc son statut, sa température. Alors lui, il va bien, il est neuf. C'est le fameux NVMe que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Son utilisation, en pourcentage et au-dessus, bien évidemment, de façon plus intelligible avec du gigabit, du terabit. Octet, pardon. Même chose ici, hein, température, standby, active. Alors pourquoi active standby? Parce que c'est configurable bien évidemment. Nativement les disques s'éteignent s'ils ne sont pas utilisés. Alors on peut, dans un souci de réactivité, quand on a un fort besoin de réactivité, au moment où on va se connecter au share, laisser tous les disques allumés en permanence. Moi je trouve ça couillon parce que le disque il tourne pas, enfin le disque n'est pas utilisé, il tourne, il consomme de l'énergie et il s'use. C'est voilà. Par défaut dans la majorité des NAS, par défaut, il y a toujours un off des disques quand ils ne sont pas utilisés. C'est pour ça qu'ils sont là en stand-by, en l'occurrence. Et donc on a ces petites infos là d'utilisation. Alors 75, 67, 65, 50. En fait, on rentrera dans le détail quand on fera la vidéo sur la configuration des partages sur Unreal. Donc il y a différents types de remplissage des disques, qui fait que là, en l'occurrence, il remplit jusqu'à un certain point, il passe au suivant pour avoir une sorte d'équilibrage de remplissage. Donc on a ces infos-là. On a les infos sur tous les shares qui sont ici, avec la description, avec le type de sécurité, privé, secure ou public. Et est-ce qu'il y a du flux à l'instant T sur ces shares? En l'occurrence, il n'y en a pas, ils sont juste montés. Ici, vous retrouvez les utilisateurs. Si on passe sur l'onglet suivant, sur l'onglet Main, là, on va avoir plus d'infos vraiment sur le disque, sur les disques. Donc on voit que Array Device, c'est la grappe, donc c'est l'agrégat de disques quelque part. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on regarde ici, donc on a pas mal d'infos, la température, le nombre de lectures, écriture, le nombre d'erreurs. Donc vous voyez, j'avais des disques avec des erreurs Smart. Smart, c'est un système qui teste pas mal d'informations sur le disque. Le nombre de secteurs défectueux, le nombre d'écritures refusées, enfin, tout un tas de choses qui vous donnent un état de santé général. C'est pas pour autant que le disque est HS s'il y a une erreur.
Et en l'occurrence, quand on regarde, j'ai aucune erreur d'écriture-lecture sur mes disques. Par contre, vous voyez que j'ai un 3 Tera, un 3 Tera, 3 Tera, 3 Tera. Alors ces 4 disques viennent de mon ancien Netgear, tout simplement, qui était plus que vieillissant et pas du tout assez performant pour mon besoin. Et un disque de 500 Go, qui est un SSD que j'ai récupéré, que j'ai plugué, et vous voyez bien qu'au final, je suis à 12 Tera 5. Ce qui m'amène à un point d'ailleurs que j'ai pas dû développer tout à l'heure, qui est important, ceci dit, c'est que si vous prenez un Sino, par exemple, hormis SHR, on va dire un Netgear ou un QNAP, vous faites un RAID classique, un RAID 5 classique. Ce qui était le cas typiquement avant avec mes 4 disques de 3 Tera. J'avais 3 disques de données et un disque de parité. Donc j'étais à 9 Tera, 3x3, et un disque de parité. Si j'enlevais un de ces disques, qui sont donc du RAID classique, c'est pas lié à Netgear ou à quoi que ce soit, c'est le RAID de façon classique. Vu qu'il écrit des petits bouts de fichiers sur tous les disques, pour assurer la redondance, pour assurer de la perf aussi, si j'enlève un disque d'un RAID classique et que je la mets dans un PC, dans un lecteur externe, dans une tour, peu importe, je suis incapable de le lire. Parce que de toute façon, sur ce disque, il n'y a que des morceaux fragmentés. Donc c'est pas possible à lire. Il me manque les autres morceaux et le disque de parité pour faire le lien entre les deux. Et du coup, vu qu'Unraid travaille différemment, Unraid écrit la donnée sur le disque. Donc si je prends un disque, si je prends le disque 1 par exemple, que je l'enlève de la grappe, on ne va pas être content, mais je l'enlève de la grappe, je le mets dans un lecteur externe, je sais lire les données qu'il y a dessus. Si je clique tout simplement par exemple ici, sur le petit dossier, on voit que sur le disque 1, j'ai tous ces dossiers-là. Vu qu'il est rempli d'une certaine façon, vous n'aurez pas votre dossier forcément sur un seul disque. Si vous avez choisi la méthode qui s'appelle iWater en l'occurrence, de remplissage des disques, il va remplir jusqu'à, j'ai une connerie, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas certain, jusqu'à 25 Go, après il passe au suivant, après etc., etc. Donc il cascade. Donc votre dossier, encore une fois, peut être morcelé sur plusieurs disques. Mais ce sont des fichiers et pas des fragments. Donc les fichiers que je retrouve là sur mon disque 4 sont lisibles, ce qui n'est pas le cas avec un RAID classique. Donc ensuite on a des infos donc plus détaillées sur notre système de cache. Le système de cache est en BTRFS, le système des disques est en XFS. Bien sûr, si vous sortez un disque, vous voulez le lire, il faut quelque chose qui sache lire du XFS, bien évidemment. La fameuse flash disk, donc alors j'ai déconné, j'ai mis 63 Go, c'est trop, c'est un seul que j'avais sous la main. Il n'y a pas besoin de 64, j'ai une clé de 64 Go pour mettre en RAID, j'ai plus le chiffre en tête, plus petit ça suffit, de toute façon vous regardez, hein. Utiliser 268 mégas, donc une petite clé de 4 Go, ça doit le faire. Après, prenez une bonne clé, c'est surtout ça, parce qu'on peut sauvegarder, il y a une façon de sauvegarder la licence, de la restaurer, c'est faisable, c'est toujours relou. Donc prenez une bonne clé qui va quand même, qui n'est pas en passe de mourir. En dessous, on a quelques commandes pour arrêter la grappe. Ce qu'on avait fait dans la vidéo pour changer le disque, il fallait absolument arrêter la grappe pour pouvoir faire les changements d'affectation de disque. La parité, qui est checkée régulièrement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, si la parité n'est pas bonne, vous ne reconstruirez pas. Donc elle est checkée régulièrement, on peut le faire à la main. Allumer ou éteindre tous les disques, effacer les stats. Le fameux mover dont je parlais tout à l'heure pour dire voilà j'ai travaillé, je veux tout de suite, je ne veux pas attendre que la tâche planifiée se lance, je veux tout de suite déplacer mes données du cache vers ma grappe. Parfois je le fais. J'avoue que quand j'ai fait des choses un peu longues, je sais que j'ai travaillé sur les disques de cache parce que d'un share à l'autre, c'est pas une obligation, on verra ça plus tard. Après, on a un dossier share, un onglet, share. On va retrouver bien évidemment tous les shares qu'on a créés, la description, la même chose que tout à l'heure, en fait, avec quelques données en plus. La fonction dont on utilise le cache, par exemple. Est-ce que c'est oui, préféré? Alors on verra ça en détail, ne vous affolez pas. Et là, c'est l'espace disponible. J'ai du 4 Tera 53. Ce qui correspond à ce qui me reste comme place sur la grappe, et là j'ai 964. Pourquoi? Parce que là, j'utilise le cache et j'écris derrière sur la grappe. Sur ce share-là, data qui contient les applications, Docker, j'utilise uniquement le cache, préféré cache. Donc en fait, ça marche à l'envers. Bref, on en reparlera, mais du coup, mon disque de stockage, c'est le cache. Il est ici, pour Resolve Studio, pour ceux qui connaissent, qui est mon logiciel de montage. Bien évidemment, un onglet pour gérer l'utilisateur, un onglet Settings dans lequel on ne va pas détailler tous les réglages, mais voilà, on a un peu tout ce qui concerne le corps du système. Alors, on a un onglet également Plugin, où on va venir retrouver les plugins. Alors, il y a 3 choses, Plugin, App, VM. Plugin, ça va être des plugins, hein, comme son nom l'indique, qui viennent rajouter des fonctionnalités à Unraid. J'en ai pas des masses. J'en ai ceux-là. Hein. Celui-là, il est tout simplement, voilà,
utile pour... J'ai un écran j'ai un écran allongé, je sais plus le ratio, je l'ai plus en tête, je suis fatigué là, il est tard, je suis fatigué. Euh, donc ça permet d'avoir un affichage qui s'étend sur ces écrans-là. Sinon, bah, ça reste au format 4 tiers classique. 4 tiers, 16 neuvième, oui, 16 neuvième. Celui-là, qui est ultra important, qu'il faut installer tout de suite, c'est le Community Application. C'est lui qui va vous donner une liste d'apps qu'on verra dans l'avant-dernier onglet, qui, par rapport à Truna, ses concurrents. Alors sinon, il y en a pas mal quand même. Mais voilà, c'est pas... Ça, pas assez. Ça, c'est un plugin que je vais virer parce qu'il ne marche pas avec ma carte mère. C'était pour avoir un peu plus d'infos de température. Voilà. Une Synapse Device, je vous l'ai expliqué. Et ça, c'est parce que je lance certains scripts que j'ai écrits. C'est un Linux, donc on peut faire du bash derrière et faire plein de choses sur les fichiers et les données qui sont sur l'Unread. Le côté Docker, donc on retrouve les applications dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va pouvoir regarder si c'est à jour. Par exemple, si je prends PyHole et que je fais edit, voilà, j'ai des infos autour de PyHole, des variables, des adresses IP, tout un tas de choses. Comment c'est mappé au niveau volume pour retrouver les données sur les disques en soi. En l'occurrence, là, c'est sur le disque de cache. Est-ce qu'il démarre en même temps qu'Unread ou pas? Alors, en l'occurrence, mon serveur Homebridge et mon serveur PyHole, vu que c'est des DNS et Homebridge, bah oui. La partie VM. Donc voilà, la partie VM, on va retrouver nos VM. Pareil, description, nombre de CPU, mémoire, nombre de V-disques. Alors, ce qui est sympa, on verra un peu plus en détail quand on fera les VM, mais c'est qu'il y a du VNC dessus en automatique. Et la partie app. Alors là, la partie app, elle est franchement cool. Alors, elle est franchement cool, il faut être un geek aussi. Hein. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas... Voilà. On va retrouver par défaut les apps qui viennent d'être ajoutées. Donc en l'occurrence, bah, vous voyez, il y en a certaines, Preclear, GitHub Backup, Log4j Scan. On en parle de Log4j? Non? Bref. Duplex, etc. Donc là, c'est ce qui a été ajouté récemment. Alors il y a de tout. Hein. De toute façon, si vous regardez ici, vous avez des catégories Backup, par exemple. On va retrouver tout ça, du Backblaze, du Bakula. Alors ceux qui bossent en entreprise en info, Bakula, ça doit vous parler. Backup PC, peut-être un peu moins, mais pour ceux qui sont plus support au poste, qui est mon cas, parce qu'à la base, je travaille en helpdesk. Je travaillais en helpdesk, j'ai fait autre chose, je vais retravailler en helpdesk. Bref, donc Backup PC qui est connu, du AirClone, tout ce qui est BinX, on a aussi. Donc là, voilà, config to Mega, du FTP, du Dedupern pour éviter les fichiers dupliqués, du Duplicity, du Fault Project pour ceux qui veulent faire du déploiement de postes à partir de postes ou de VM d'ailleurs, à partir de Fog, qui est fait pour ça, qui marche très bien. J'aime bien ce produit. C'est pas le plus sexy du monde, c'est pas le plus efficace du monde, mais ça marche bien. J'aime bien. Voilà, du Google, du iCloud, du JDownloader pour télécharger encore une fois des ISO officiels, n'est-ce pas? Du Mega 5, etc., etc. Donc là, c'est juste un exemple de la partie backup. Et vous avez du cryptocurrency, downloader, driver, game server, ça peut intéresser des gens. Et là, c'est pareil, on a un peu de tout. Les trois quarts, je ne les connais pas. Les trois quarts, je ne les utiliserai jamais, à part Arc que je connais et Arma 3 par exemple. Aceto aussi. Après, on a du Minecraft, pardon. Ça pour moi. On a du CSGO, on a voilà, énormément de serveurs de jeux. On a énormément d'apps. On a des services network. Voilà, quand on clique dessus, DNS, FTP, management. Voilà, AdGuard qui est un concurrent de PyHole par exemple. PyHole est quelque part dans la liste. Alors des fois c'est redondant, Backup PC il est aussi dans Network Service forcément, ça se colle. Donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. C'est très simple à installer. Donc, je fais All App. Voilà, on en a 1494. Ce qui en soi est quand même pas mal et devrait vous permettre de retrouver votre bonheur. Donc voilà pour la partie app et puis la partie tool. Où on a quelques outils de diagnostic, voir les processus, etc., etc. En haut, on a quelques petits outils pour changer de langage. Il y a un plugin pour le mettre en français, honnêtement les gens, j'ai rien en anglais. L'anglais n'est pas compliqué, enfin pour ça. Et sincèrement, la traduction française, j'ai pas aimé. Se déloguer, si on veut ouvrir un terminal directement, voilà. Donc là, j'ai un terminal directement ouvert sur mon Unread. Là, on a les logs plus ou moins en temps réel. On voit que je me suis logué.
Bien évidemment, tout ça, vous les retrouvez sur le disque. Alors, quand vous voulez commencer à faire... vous les retrouvez là aussi, Systemlog, avec un peu plus d'historique. Mais c'est vrai que quand on commence à faire du troubleshooting avec Unreal, il faut connaître un peu Linux. Après, au moins on peut en faire. Faire des troubleshooting sur du Sino, du QNAP, c'est relou. Enfin, on n'a pas d'infos, on n'a pas la main. Là, vous cliquez sur un terminal et vous faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation d'Unreal, qui j'espère vous aura plu. On rentrera plus en détail pas sur chaque onglet, mais on va s'occuper de créer un share, voir comment ça remplit les disques, les différentes options, pareil pour les VM, pareil pour les apps. Des choses très simples. On fera quelques focus sur certaines apps, certainement comme Pi-hole et Hobbs, alors qui sont, bien évidemment, là c'est du Docker, toutes, ou presque, j'ai envie de dire toutes, les apps qui sont disponibles, vous pouvez les installer sur un serveur Linux, sur une VM Linux aussi si vous voulez faire. Docker simplifie juste la vie, mais typiquement Pi-hole, je l'avais installé sur un Raspberry qui est dans la Berezo derrière. Qui est toujours dans la Berezo derrière d'ailleurs, qu'il faut que j'éteigne. Mais voilà, ça facilite la vie. Après, si on veut plus de maîtrise, parce que voilà, quand on est lié à Docker, on est lié à une image, on est lié à un mainteneur, et quand on veut plus de maîtrise, on peut le faire la même chose en VM. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose ou qui n'a pas envie de s'embêter, ce qui était mon cas là pour le coup, ça marche super bien. Donc voilà, petite présentation terminée, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt. Ciao les gens.